Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur ce pseudo-là, By Night Création sur Facebook et sur Instagram, et By Night tout court sur Ravelry. Ceci est un podcast tricot, un peu couture parfois, et surtout teinture végétale naturelle. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Depuis, ça fait quoi, 15 jours que j'ai enregistré? Un peu plus, je ne sais plus. En fait, je viens de décider sur un coup de tête d'enregistrer. J'étais à Amstramgram, je me fais une robe, Amstramgram, j'enregistre un épisode, je vais enregistrer un épisode. J'ai absolument rien à vous montrer, j'ai pas de projet tricot terminé, j'ai des trucs qui avancent, mais par contre, j'ai beaucoup teint, donc on va faire une petite orgie de couleurs ensemble. Et donc voilà, et en fait je me suis rendu compte que si j'enregistrais pas aujourd'hui, j'aurais plus l'occasion d'enregistrer avant genre 15 jours, et là ça faisait vraiment trop long. Donc tant pis si j'ai pas de projet fini, hein. C'est ce que je disais à l'épisode précédent, c'est que souvent je me mets la pression en disant il faut que j'avance ci, il faut que j'avance ça, il faut que j'ai ça à montrer dans le podcast. Puis je me suis dit bah non, pourquoi pas, hein, pourquoi pas aussi ne rien montrer et quand même venir papoter avec vous ou devant vous. Euh, J'espère, enfin voilà, j'ai déjà demandé, j'espère que tout le monde va bien. J'ai eu une semaine un peu bizarre, ça fait une dizaine de jours que j'ai une allergie à quelque chose. Et donc voilà, en fait je voulais enregistrer la semaine passée, c'était absolument pas possible parce que je suis envahie de boutons allergiques de là au bassin, sans aucune explication. Et donc je me suis retrouvée avec des plaques comme ça. Voilà, donc je suis sous antihistaminique, je le supporte très mal, donc je suis nauséeuse, je suis raplapla, mais c'est pas grave, on va essayer d'avoir la pêche, le temps de papoter avec vous. Voilà, mais j'étais pas montrable, et en plus je passe mon temps à... Voilà, ça démange, c'est horrible, donc je me suis imaginée en train d'enregistrer le podcast, en train de me gratter comme un chat, et que du coup, vous, derrière votre écran, vous seriez en train de faire la même chose, parce que c'est comme quand on baille, hein, ça donne envie de bailler, mais à mon avis, quand on voit quelqu'un qui... ça fait le même effet. Euh, que dire d'autre? Je vais commencer par remercier toutes celles qui sont venues faire un coucou à Namur. J'étais à Soirlé au café tricoté chez Missy Oupi Tricot, et on a passé une super après-midi. C'est passé super vite, enfin, c'est hallucinant. En fait, j'ai réussi à parler avec personne pour changer, mais c'était vraiment un très chouette moment. Merci Missy Oupi. Et donc en plus de m'inviter à venir vendre de la laine chez elle, elle m'a offert des boucles d'oreilles qu'elle a faites en frivolité. Il était très gâté. Et puis j'ai reçu des biscuits aussi que Séverine Nitsev a ramené de vacances dans le Poitou. Il n'y en a plus. Elle avait, elle avait bien reconnu les biscuits que m'avait offert Cécile, que font mes mains à Clamart. Elle s'est dit, ah, manifestement ça lui a plu, je lui en ai ramené. Donc c'est super adorable de penser à moi pendant les vacances. Euh, et donc, la grosse période des marchés commence maintenant. J'en ai 4 d'affilée qui vont arriver. Marchés, salons, festivals, enfin voilà, appelez-les comme vous voulez. Je serai ce week-end, les 29-30 septembre, à Bruxelles, au Fête Romane. Ça fait 3 mois que je vous en parle, ça y est, c'est maintenant. Ils annoncent du beau temps, ouf, parce qu'avec la semaine qu'on vient de se taper, déluge, tempête et compagnie, on était un peu inquiets parce que c'est un marché qui se passe en extérieur. Puis surtout, c'est un festival des arts de rue, avec des acrobates, avec des clowns, avec du théâtre de rue et tout ça. Donc ça aurait été un peu dommage que tout ça soit tombe à l'eau. Voilà, tout simplement. Mais c'est vraiment un très chouette espace. Donc c'est dans le sud de Bruxelles, à Woluwe, au centre culturel Wolubilis. C'est assez facile à trouver. Il y a la station de métro Rodebeek juste à côté. Donc, euh, donc voilà, venez passer une bonne journée. Donc voilà, et la bonne nouvelle, c'est comme il ne va pas faire aussi chaud que les autres années, parce que d'habitude il fait genre 25-30 degrés, et on est en plein soleil toute la journée. On va pouvoir mettre des laines, on va pouvoir mettre des lainages. Donc voilà, donc si vous avez envie de venir me faire un coucou là, ça sera très chouette. Et puis ben, le week-end suivant, je suis à Paris pour le Knit Style Story. Euh, je suis absolument impatiente, je me réjouis très fort. On s'est trouvé un petit appartement pas loin, ça va vraiment être chouette, ça va être très chouette. Mon amoureux vient avec moi, et je pense, voilà, je suis impatiente de revoir celles que j'ai déjà rencontrées, de rencontrer les autres. Vraiment, je pense que ça va être un chouette moment. Euh, voilà, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou si vous êtes sur Paris ou pas loin, ça nous fera super plaisir. Et je crois qu'il y a encore quelques places pour certains des ateliers. Pour ça, allez voir sur knitstylestory.fr. Et alors vous aurez le lien vers les ateliers. Pas gratté, Nat. Pas gratté. Donc voilà. Et le dimanche qui suit, qui est le dimanche des élections en Belgique, je serai au Tanner, donc le 14 octobre. Je serai au Recreation Hall Market au Tanner. C'est juste à côté du marché bio des Tanneurs.
Et c'est un événement spécial maille, spécial laine, donc je pense que ça vaut la peine de venir nous faire un coucou aussi. Et le même jour, elles organisent aussi un vide-grenier des créateurs, déstockage, tissus et compagnie, donc qui sera dans le même bâtiment mais pas au même endroit. Mais voilà, si vous venez me voir, vous aurez plus d'infos. Je ne sais pas exactement qui sera présent au salon, mais je sais que bon, il y a ma copine Yaruna qui fait des vêtements tricotés à la machine. Enfin voilà, ça, je suis sûre. Après, j'ai pas d'idée d'autre, mais je pense que ça risque d'être un très 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 chouette événement. C'est toujours une belle ambiance, le marché des tanneurs. Et puis le jeudi qui suit, on part pour Zwolle, qui est juste à côté d'Amsterdam, pour faire le vendredi et le samedi 19 et 20 octobre le Breidagen, donc les journées du tricot, juste à côté de Zwolle, qui est quand même un événement assez confirmé. Et je crois qu'on est 80 exposants. Il y a des laines industrielles, mais il y a aussi beaucoup de laines indépendantes et de teinturières indépendantes et des petites marques de laine représentées par certaines boutiques hollandaises comme Cross Woods et Walkwood, et voilà. Et donc je me réjouis ici, je pense que ça va être un très 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 chouette moment aussi, et plein de tentations. Donc voilà, donc ça c'est les 4 semaines qui arrivent. Vous imaginez bien que du coup les semaines qui viennent de passer, je les ai passées le nez dans mes casseroles du matin au soir. J'ai éteint de la laine, j'ai lavé de la laine, j'ai rincé de la laine, j'ai fait sécher de la laine, j'ai rebobiné la laine. Alors, mon mari m'aide beaucoup pour le rebobinage, heureusement. Surtout que je vous avais parlé de mon problème de poignet, là on voit bien. J'ai vu le médecin et je me suis pris un peu une douche froide, dans le sens où ce n'est pas opérable. J'ai pas tout compris, mais j'ai une petite fuite dans un canal de je sais pas quoi, et donc en fait c'est une accumulation du liquide. Voilà, j'ai pas les termes techniques, j'étais tellement sonnée quand le mot pas opérable, ça m'a. Donc voilà, et donc forcément c'est juste le fait de bouger mon poignet, tout le mouvement de mon poignet fait que ça appuie sur la petite fuite, et la boule grossit, et que la seule solution c'est d'arrêter d'utiliser ma main droite. Donc voilà, il a dit que je devrais porter une attelle, que je vais aller chercher tout à l'heure, et essayer de bouger le moins possible. Alors je m'étais justement de toute manière dit que j'arrêtais cette semaine de teindre, parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup travaillé. J'ai réussi à refaire toutes les plantes, donc toute ma gamme de couleurs est complète, et pour avoir vraiment du stock pour les 4 semaines qui viennent, et reposer ma main au maximum. En fait, ce qui me blesse le plus fort, et d'ailleurs de toute manière je ne sais absolument plus le faire, c'est twister les écheveaux. Donc souvent je rebobine les écheveaux sur le super rebobinoir que mon mari m'a fait, et lui quand il rentre du boulot il twiste des écheveaux, et sinon j'ai fait un système avec la visseuse. Voilà, et j'ai mis un crochet de cintre. Voilà, et c'est lui qui. Donc j'accroche les chevaux d'un côté, une poignée de porte, et de l'autre côté, je tourne ma visseuse pour éviter au maximum de faire trop de mouvements avec mon poignet. Donc voilà, c'est un peu une claque en fait. J'ai toujours associé ça au problème de souris, je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, mais en fait le problème est bien plus grave que ça, et donc j'en ai pour la vie. Il dit que certains chirurgiens de la main, et je vais peut-être aller en consulter quand même, prennent parfois le risque d'opérer, mais c'est tellement difficile à le faire, et il y a tellement de risques de récidive qu'en général ils le déconseillent, et que voilà, le reste c'est ne pas bouger sa main. Donc c'est un peu, hier j'étais un petit peu, donc voilà, on ne sait absolument pas pourquoi je suis couverte de boutons, et en plus j'ai ça, donc j'étais un peu sonnée, un peu cassée. Mais c'est pas grave, hein, je vais rebondir, et ça va pas m'empêcher, je vais trouver un moyen de tricoter avec une attelle en main, au poignet, il n'y a pas de souci, et voilà, la teinture, au niveau teinture je suis prête. Par contre j'avais encore envie de refaire des sacs à projet, et j'ai d'autres envies, d'autres choses à faire, me faire quelques vêtements aussi, maintenant que ça y est, il fait un peu plus froid, je peux plus mettre mes tuniques en broderie anglaise blanche, c'est plus possible. Mais voilà, petit à petit, en étant prudente et en n'en faisant pas trop chaque jour, je vais pouvoir quand même avancer. Et puis voilà, de toute manière, les marchés, ça implique la veille, trier toute la laine, remettre tout dans les caisses, charger la voiture, et puis les 2 jours, et puis le jour de retour, vider la voiture, retrier la laine, refaire le stock, retirer ce qui a été vendu du site, et puis faire l'administratif, ma compta, répondre aux mails et compagnie, parce que forcément quand je suis 2 jours sur un marché, je suis pas super disponible. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi, il faut absolument que je le mette sur mon site, a priori pendant les week-ends qui viennent, si vous avez envie de passer commande, allez-y, le site est complet, sauf que évitez de le faire du vendredi au lundi, pour la simple raison qu'il n'y a pas de garantie que
je n'ai pas un double stock, c'est pas possible. Et donc, toute la laine qui est sur le site est aussi ce que je vends sur les marchés. Et je ne peux pas sur les marchés enlever au fur et à mesure du site. Donc, évitez peut-être de passer commande du vendredi au lundi parce qu'il y aura peut-être plus que vous voulez. Je mettrai un grand banner sur le site pour le signaler. Arrête de te gratouiller. Bon, ça fait 10 minutes que je parle. Je vais pas changer. Hein. Je voulais aussi, d'ailleurs, vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode précédent, parce que je me suis perdue en blabla. Quand je faisais le montage, je me suis dit, je vais couper, je parle trop, puis finalement, je me dis, allez, Nat, c'est qui tu es, c'est comme ça que tu es, donc laisse. Et puis finalement, ça a l'air de vous avoir plu, vous laissez beaucoup de commentaires. On m'a encore posé plein de questions, donc pour un prochain épisode, je les garderai, et donc voilà. On va passer au tricot et au projet en cours, puisque je n'ai pas de projet terminé. Les projets en cours en tricot, il y en a 2 que vous connaissez déjà et un nouveau. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous aurez déjà vu. Alors, le premier, c'est celui qui a le plus avancé ces derniers temps. En fait, je me rends compte que je ne sais même plus où j'en étais à l'épisode précédent. Rappelez-vous, je venais de finir le Joy Cardigan de Vera Velimaki, qui vient du Interprétation volume 5, que j'avais fait en Milky Way, thym au curcuma. Et donc, dans la foulée, j'ai directement remonté les mailles pour refaire la même construction de gilet. Sauf que je ne refais pas la dentelle qu'on voit ici sur le devant, ni dans le dos. J'ai adapté le nombre de mailles pour que ça corresponde, pour faire le motif d'un modèle qui est issu du Laine Magazine numéro 4. Donc celui doit être sorti au début d'année, je ne sais même pas, c'est pas daté. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, et je sais qu'il y en a un qui va sortir incessamment sous peu. Mais donc il s'agit du Magnolia de Camilla Vade, voilà, qui est un pull qui est tricoté normalement avec un brin de fingering et un brin de mohair. Je trouve le motif absolument splendide. Par contre, la forme du pull ne m'irait pas du tout. Et de toute manière, trop chaud. donc voilà. Donc je vais faire. Mon idée est d'utiliser ce motif-là dans le bas du gilet et dans le bas des manches. D'ailleurs, j'ai vu que Camilla Vade, alors je me souviens plus de son pseudo sur Instagram, elle vient de sortir la version pour enfants, elle a sorti un bonnet, donc le motif Magnolia, elle l'exploite au maximum, et elle a bien raison parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment canon. Alors, le gilet, je le tricote dans ma base Supernova, dans mon tout premier bain d'indigo, que oui, égoïstement, je me garde pour moi toute seule. Je suis désolée, Nathalie. Une autre Nathalie, elle se reconnaîtra. Voilà, est-ce que je vous réexplique le montage une 18e fois? On commence par le haut, on fait des côtes, torse, on fait des rangs raccourcis pour augmenter un peu dans le dos, et puis on fait des augmentations très drastiques pour faire une ligne très droite sur l'épaule, avant de commencer des raglans plus classiques. Donc c'est un gilet qui se tricote en aller-retour. On tricote en même temps la bordure, en côte-torse. Et si vous vous rappelez de l'épisode précédent, ça m'ennuie un peu dans le précédent que j'ai fait, c'est que la bordure, elle waggle, comme on dit à Bruxelles, elle gondole. Wagueler, ça veut dire trembloter, ne pas tenir sur ses quilles, voilà. C'est bien, si je vous case un petit mot de bruxellois à chaque épisode, c'est bien, hein. Donc wagueler. Je ne sais absolument pas d'où ça vient, si c'est un mélange de flamand, de vieux français, voilà. Donc cette bordure, j'ai commencé celui-ci avant de finir l'autre, parce que j'espérais pouvoir rectifier ça au blocage. Ce n'est pas le cas, et ça ne choque pas spécialement dans le cadre de mon gilet précédent, parce qu'il est en Milky Way. La Milky Way, c'est un mélange de mérinos et de viscose, et donc ça fait un tissu très 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 fluide, et donc en fait ce qui se passe, c'est que du coup les pans pendouillent un peu plus long devant. Ça ne me choque pas personnellement, franchement je trouve pas ça vilain. Par contre, ma Supernova, elle est très moelleuse, elle est très rigide, et souvenez-vous, j'avais fait le gilet Sirva de Marie-Amélie. Elle fonctionne très très bien avec les points texturés, justement parce qu'elle est très très bien épaisse, et donc ce côté, on le voit directement que ça gondole. Et quand j'ai terminé le gilet précédent, j'ai décidé que je laissais ma bordure en attente. J'ai monté une maille supplémentaire au bout de la bordure,
J'ai monté une maille supplémentaire au bout du corps et je vais finir la bordure après et je viendrai coudre. Voilà. Donc ça sera un petit peu waguelant, un petit peu pas droit, jusqu'à 15 cm. J'avais plus courage de défaire bah voilà, j'avais presque fini mes raglans, j'étais à 400 et des mailles, c'est bon. Enfin voilà, c'est pas super, voilà, pas super propre, pas super machin, mais je pense que ça ira très très bien et je pense pas que ça choquera. Et donc je vais, à la fin du gilet, je viendrai reprendre mes mailles de bordure et je vais les tricoter en aiguille. Donc le gilet se tricote tout en 3,5, tandis que les bordures en point entre torse se font en 3. Mais ici on est en 3,5 et je pense que c'est ça le problème. Et donc du coup je vais venir faire ma bordure en 3,5, en 3 mm. C'est compliqué. En 3 mm et je viendrai donc l'assembler à la fin. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai tricoté tout mon premier écheveau et j'ai laissé mes mailles en attente du corps, les mailles du corps en attente pour reprendre mes manches, pour tricoter mes 2 manches. Et du coup, un nanomarqueur qui n'a plus raison d'être. J'ai fait le motif du magnolia en bas des manches. C'est magnifique, hein. Je suis complètement fan, vraiment, mais vraiment, vraiment fan de ce motif. Il est très simple à faire, il se fait sur 48 rangs, et donc on suit les 48 rangs. Et vous voyez, en fait, on termine déjà en intégrant des côtes torse, donc ça combinait super bien à la combinaison des 2 patrons, puisque sur le Joy, c'est aussi de la côte torse. Et donc on intègre déjà de la côte torse à la fin du motif pour finir en côte torse. Et donc là, de nouveau, le patron ne le préconise pas, mais moi je l'ai fait, je suis repassée en aiguille 3 mm pour finir mes côtes. Et j'ai rabattu avec Judy's Surprisingly Stretchy Bind Off, qui effectivement, il y a quelques podcasteuses qui disaient que ça gondole au bout, mais moi je préfère. Enfin, voilà, je le trouve extrêmement élastique, extrêmement confortable, et ça me dérange pas du tout que ça gondole au bout. Le gilet n'est pas fait pour être vu non porté, il est fait pour être vu porté, et mes poignets sont bien à l'étroit, et donc du coup ça ne gondole pas, ça ne fait pas une espèce de petite fleur au bout du poignet. Je vais peut-être pas vous l'infiler, surtout avec ma chemise en jean. Mais j'ai pas parlé de ce que je portais, c'est une de mes 18 chemisiers en vol. Je crois que c'est le deuxième que j'ai fait, celui-ci qui était en chambray bleu, jeans. Bah voilà, vous voyez, ça sert à rien que vous le connaissez. J'ai par contre une très très mauvaise mésaventure avec celui-ci. J'avais lavé le tissu avant de le faire. Je l'ai fait et malgré ça, au 2e lavage, ça a complètement rétréci. Et donc en fait, mes pattes de boutonnage se sont fait la malle. Les 2 pattes de boutonnage étaient complètement ouvertes de haut en bas. Donc j'ai tout défait. Et j'ai dû un peu tricher parce qu'en plus le tissu s'était filoché et abîmé. Et j'ai fait tant bien que mal pour les repiquer. Mais donc il y a des endroits où c'est pas super beau. Le reste de la chemise va super bien et le tissu est vraiment d'une chouette qualité. Donc ce que j'hésite à faire maintenant, c'est remettre, je sais pas, je vais peut-être mettre un petit ruban le long, où je verrai, où je la porte pas, dans des moments où je dois être bien habillée. Enfin, comment expliquer. C'est-à-dire c'est pas grave pour aller faire mes courses et aller déposer des colis à la poste, mais peut-être pas pour aller manger un bout et sortir. Et voilà, enfin, c'est... Je n'ai pas encore décidé parce que j'ai peur que enfin, j'aimais bien le fait qu'elle soit sobre et juste en jeans. Après, j'ai racheté du chambray et donc peut-être que je peux en refaire une et qui sera. Voilà, la vie est compliquée. Donc voilà, mais donc le gilet a des manches, donc c'est ma première paire de manches faite cette semaine, enfin dans les 10 derniers jours. Je suis vraiment fan de ce motif, je vous le remontre. Mon grand dilemme était maintenant, et qui c'est quand même un motif qui est très très présent, et donc je m'étais dit que je referais, je vais encore... j'ai une inquiétude, c'est qu'il me reste... T'as vu comme je saute du coq à l'âne pour changer? Il me reste ceci, donc il me reste 120 grammes de laine, ça me paraît peu. Ça me paraît très très peu pour finir le corps, plus ne pas oublier de faire mes bordures accessoirement, parce que ce serait quand même dommage de faire des bordures dans une autre couleur. Bon, je pense pas que les bordures vont manger beaucoup de fil, surtout que j'ai déjà fait 15 cm de la bordure. Mais
Je crois que je vais le faire assez court pour le porter plutôt sur une robe. Donc j'ai déjà genre presque 10 cm du corps et le motif en fait entre 12 et 15. Oui, franchement 15. Donc je me demande si je vais pas encore faire genre 5 cm du corps et puis faire le motif et avoir un gilet qui serait juste à la hauteur de mes hanches. Et puis voilà, finir en côte et voilà, et gérer ma laine pour quitte à faire des côtes un peu plus longues, ça serait pas plus mal non plus, même si elles sont pas la même longueur qu'au cou ou qu'au poignet. Donc voilà où j'en suis. Mais pour le moment, il a été un petit peu supplanté par un projet entre guillemets coup de tête, même si je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises, dans le sens où je viens de me faire, je crois, 5-6 gilets d'affilée, donc que tout du tricot, un rang droit, un rang envers, et j'ai eu besoin tout à coup de faire un truc où je tourne en rond. Je porte moins de pulls que de gilets, mais il y a quand même beaucoup de modèles de pulls qui me plaisent et pour lesquels j'ai déjà acheté de la laine. Et donc, j'ai décidé que tous les 2-3 gilets, j'allais intégrer un pull. C'est n'importe quoi, hein, je vais absolument pas suivre, j'ai pas écrit une règle stricte, parce que de toute manière, mon prochain sera aussi un pull. Mais bon, alors, c'est de nouveau un projet qui vient d'une interprétation. C'est de nouveau du Jorge Locatelli. Je viens d'en finir un, j'en fais un autre. Je vous l'ai montré donc dans l'épisode précédent. Il s'agit du pull Light Rain, auquel la photo ne rend absolument pas justice, et il n'y a pas de photo qui rende justice, je trouve ça très dommage. Donc c'est un immense pull col roulé, avec un immense col roulé, et il y a tout un motif en dentelle ici sur le devant, qui se retrouve aussi sur les manches, et alors il y a un trou pour le pouce que je ne ferai pas aux manches. Et donc en fait j'ai commencé ce pull le jour du dernier épisode de podcast, je pense, ou peut-être le lendemain. En tout cas j'ai remis la laine en pelote, et puis voilà, il me démangeait. Je le fais en Basic Wool de Wool-Met Verve, qui est donc une néerlandaise. Son site c'est woolmetverve.nl. C'est sa base laine à chaussettes, donc c'est la même base que la laine à chaussettes de Piraten Wool ou de Decline Wool Fabric. Donc c'est 75% de laine, 25% de nylon, et il y a 420 mètres au 100 grammes. Et ce coloris ici que j'ai pris, c'est le Verve Swerve. Donc voilà. Ouais. Je vous l'ai montré en écheveau déjà. C'est de la laine blanche avec des petites speckles arc-en-ciel de toutes les couleurs. C'est donc une laine que j'avais repérée quand on s'était rencontrés en novembre l'année dernière au Antwerpbeurs à Gand, et que j'espérais très fort qu'elle est de nouveau sur son stand quand je suis allée à La Haye au Breda, une première édition de cette année-ci. Et voilà. Et donc en fait, j'ai déjà bien avancé. Et alors il est super. Je suis au stade où normalement je ne devrais pas vous le montrer, parce que je suis en train de faire les deux manches en même temps sur le même câble, mais elles sont déjà assez longues pour que je vous le montre. Donc je vous montre la laine tricotée. Il fait très lumineux et je ne vois de nouveau pas le retour sur mon téléphone, je ne me rends pas compte. Voilà. On monte les mailles pour le dos. Comment est-ce qu'on fait? Non, il y a un système on fait un montage provisoire pour le dos, on fait des allers-retours jusqu'à une certaine longueur. Oh, le trou de mémoire. C'est dingue parce que ça date de quoi? Il y a 10 jours, hein, mais je me suis rendu compte en fait avant d'enregistrer le podcast, je ne retenais pas le nom des pulls que je faisais, je ne retenais pas le nom de ceux que j'aimais bien, je ne retenais pas spécialement les marques de laine que j'utilisais, ni le nom de la couleur, ni rien du tout, ni surtout la construction en général. Le temps d'arriver à la fin du modèle, j'avais oublié le début du patron, et c'est avec le podcast, forcément, c'est ça aussi les informations que vous avez, je pense, envie d'entendre, comprendre comment le truc se construit. Et j'essaye de m'appliquer, de dire, Nat, n'oublie pas cette information, tu vas devoir la partager. Et là, donc effectivement, vu que je vois là, donc j'ai fait un montage provisoire. Personnellement, j'ai fait le même que pour le Regan, qui est sur un câble. Donc on fait tout le dos jusque dans le bas des emmanchures. Il y a un petit peu de rang raccourci au début, et c'est ça qui fait ici que j'ai, voilà, l'épaule. On voit qu'il y a deux lignes parallèles,
Voilà, puis on reprend les mailles du devant, d'un des deux devants, et on fait la même chose jusque là, jusqu'à rejoindre. Oh, pardon, je suis désolée. C'est la faute des antihistaminiques. J'ai laissé un morceau de mon cerveau dans mon lit, en fait. Donc, ouais, on reprend un des deux devant et on fait aussi quelques rangs raccourcis, puis on fait des allers-retours, et puis à un moment donné, on augmente en bout du rang pour créer l'encolure, et on fait la même chose avec l'autre devant. Moi, j'ai fait les deux devant en même temps, et puis après, je suis venue réunir tout le monde au niveau de l'encolure. On continue. Là, on commence directement le motif. Vous voyez, c'est vraiment dommage qu'on ne le voit pas sur ces photos parce qu'il est vraiment sympa. Et je trouve que ça fait un grand pull doudou col roulé, mais quand même avec le petit motif, ça fait un peu plus féminin. Et donc pareil, on vient, on termine les devants jusqu'aux emmanchures et puis pouf, on tourne en rond. Et ça vraiment... Donc du coup, ça a fusé, quoi. Et j'avais l'impression, surtout avec le motif est super simple, il se fait sur 12 rangs et 30 mailles. Il faut absolument pas réfléchir. Donc ça avance tout seul. Et la chute des pelotes pour changer. Et donc voilà, et donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai terminé mon premier écheveau, j'ai laissé les mailles du corps en attente et j'ai commencé les manches. Alors les manches, on vient relever des mailles tout le long des emmanchures. Et puis, pareil, j'ai fait ça, les deux manches sur le même câble. Et puis on fait du jersey. J'espère que vous n'entendez pas qu'il y a quelqu'un qui est de nouveau en train de couper un arbre. J'ai l'impression que pour le moment tout le monde coupe des arbres. Donc on fait des diminutions en faisant du jersey sur un certain nombre de rangs, et puis à un moment on recommence le motif aussi qui vient se mettre sur le devant du poignet. Alors vous le savez, d'habitude je commence mes manches, le début de mon rang est le bas sous le bras, et je tourne en rond comme ça. Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que pour avoir, comme je suis justement pile, quand on commence le motif, on est pile à 60 mailles, mais j'ai déplacé mon début de rang au début du motif. Comme ça, j'ai mes 30 mailles du motif qui sont sur une face de mon aiguille, et les 30 mailles du jersey sont sur l'autre face de l'aiguille. Et après, on continue les diminutions de ce côté-ci, donc à un moment donné, j'aurai un peu moins de mailles. J'aurai un peu moins de mailles de ce côté-ci, mais au moins j'ai mes 30 mailles du motif qui sont du même côté d'aiguille, parce que sinon c'était compliqué, parce qu'il y a un endroit où il faut faire des mailles ensemble. Mais quand on fait les deux manches en même temps, quand on fait la première manche, on n'a pas accès aux mailles qui sont cachées de l'autre côté, puisqu'il y a toute l'autre manche qui est dans le chemin. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc j'ai déplacé, j'ai repassé chacune des manches sur un câble séparé, et puis j'ai remis ensemble sur le même câble. J'espère que c'est un peu clair. Maintenant que je vous ai montré comment je faisais, je pense que c'est peut-être plus facile à visualiser. Donc voilà, mais donc j'ai commencé... ça, c'est mon tricot d'hier soir que j'ai tricoté en cachette pendant que... Enfin voilà, je peux pas tricoter normalement, mais je vais pas m'arrêter, c'est pas possible, parce que mon mari disait me dit régulièrement, arrête, pose tes aiguilles, ne fais rien. Le problème, c'est quand je tricote pas, mon cerveau ne fait pas rien. Quand je tricote, mon cerveau est concentré sur le tricot, et il arrête de partir dans tous les sens, et je suis moins fatiguée de tricoter 1 heure et demie le soir que d'aller dormir en ayant réfléchi toute la soirée. Je sais pas si c'est clair, mais c'est... voilà, je m'épuise, vous vous rendez pas compte. Vous n'imaginez pas à quel point c'est fatigant de vivre dans ce corps et dans ce cerveau-là. Mais bon, voilà. Donc, ça avance, je vais finir les manches. Je ne ferai pas le trou pour le pouce. Je portais beaucoup ça quand j'avais 20 ans, de pull, et je les faisais moi-même, en fait. J'avais des longs gilets, et je venais découdre un bout de la couture pour venir passer mon pouce. Mais voilà, j'ai plus envie de ça. Et puis voilà, c'est difficile pour remonter ses manches pour laver de la laine après. Ah non, je peux pas laver de laine. Donc voilà, mais donc celui-ci a un petit peu supplanté le reste, parce que ça m'a fait du bien de juste tourner en rond. Et voilà. Et donc j'ai fait les manches du précédent, et directement, dès que j'ai terminé de rabattre les mailles de ces manches-là et de rentrer les fils, parce que je rentre toujours les fils au fur et à mesure, sauf ici, je ne l'ai pas encore fait. J'ai directement emboîté sur l'autre paire de manches. Comme ça, après, j'aurai plus que du jersey en rond sur celui-ci, et du jersey en aller-retour, et puis le motif de dentelle, le motif de magnolia, de fleurs sur l'autre pull. Et en vrai, est-ce que j'avais pas dit que quand j'avais fini les manches et le raglan d'un pull, je pouvais commencer le suivant? Non, allez, deux vêtements sur les aiguilles, c'est déjà pas mal.
Surtout que j'ai un troisième projet, mais que vous connaissez déjà aussi, qui a moins avancé, puisque forcément... Donc, j'ai été interrompue parce que j'ai posé mon sac à projet sur le clavier de mon ordinateur qui est devant moi, et ça a poussé sur la barre d'espace, et ça a démarré la vidéo, donc la partie de vidéo du début de ce podcast que j'ai déjà remise sur mon ordinateur, et j'avais déjà commencé le montage, et donc je suis en train de parler, et tout à coup je m'entends moi-même dire bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Donc je vais reprendre, c'est compliqué. Donc mon troisième projet en cours est un projet que vous connaissez déjà, qui est le Chasse d'Isabelle Kramer, qui est un grand châle triangulaire avec du point mousse du côté de l'arête centrale, et de l'autre côté de l'arête centrale, c'est une très jolie dentelle. Je le tricote en laine de Trélise que j'avais acheté à Clamart. Je n'ai pas l'étiquette, mais bon, je vous les montre quasi à chaque fois, et je vous les montrerai encore. Qui étaient ces 3 écheveaux-ci. J'avais voulu faire un châle que j'ai détesté tricoter. J'avais déjà presque fini tout le premier écheveau, qui était celui-ci, dans lequel j'ai détesté le tricoter, et en plus je n'aimais pas le résultat fini, donc je l'ai détricoté pour commencer autre chose. Et donc en fait celui-ci normalement est un châle qui se fait en une seule couleur, mais qui utilise 1200 mètres de laine. Donc j'ai décidé que je le faisais, et puis que je ferais un principe de fade entre les écheveaux. J'ai pas tenu jusqu'au bout du premier, parce que j'étais impatiente de voir comment le suivant se comportait une fois tricoté. En vrai, il reste 4 grammes, je crois. Je savais encore faire 2 allers-retours. Mais donc, j'ai déjà bien avancé, c'est-à-dire que forcément, j'ai déjà fait un tiers du châle. Je vous le montre, parce qu'il est vraiment très très beau. Bon, il y a des fils partout. Voilà, et donc vous voyez, il y a une double diminution centrale. On fait des augmentations sur les côtés. Et alors on fait d'abord, donc le rang il se fait comme ça, on fait d'abord du jersey, et puis après on a un motif de dentelle qui est sur 24 rangs, expliqué rang par rang ou en diagramme. J'avoue, de temps en temps j'ai fait des bêtises, je pense pas que ça choque, j'ai pas l'impression qu'on voit que j'ai décalé de temps en temps un rang, de manière on verra au blocage, mais je trouve qu'on voit bien les petits carrés, on voit bien le motif se former. Il devient... Voilà, et alors j'ai commencé, comme je vous le disais, j'ai fait le principe du fade. Donc je suis venue intégrer la deuxième couleur avec des rayures, et je crois que j'ai déjà fait deux rangs avec la deuxième pelote, qui est celle-ci. Ceci de mémoire, c'est Lady Marmalade. Rien à dire, c'est un peu un châle zéro cerveau, mais pas tout à fait, puisqu'on a la partie point mousse, et puis on a la partie dentelle, mais la dentelle, elle se fait sur 4 mailles. Donc c'est vraiment assez simple. Et voilà, et la double diminution centrale, avec mon bel anneau marqueur que j'ai reçu de Melissa Stordigo. Arrivé à un certain nombre de mailles, on arrête d'augmenter des deux côtés et on reste sur un nombre de mailles fixe. Et en fait, la partie point mousse va devenir de plus en plus petite et la partie dentelle va devenir de plus en plus grande. Et donc à la fin, ça va former un triangle. Alors, je ne sais pas si ça va tomber juste, je n'y suis pas encore, je pense que je suis encore à 40 ou 50 mailles de ce moment-là. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'au milieu de cet écheveau-ci, avant de diminuer, d'arrêter d'augmenter, en fait, et de stabiliser le nombre de mailles sur le rang. Et je vais continuer la suite avec l'autre moitié de cet écheveau-là, et quand il me restera une dizaine de grammes, ben, pareil, je ferai le principe du fade, et je terminerai le châle avec celle-ci. Voilà, mais donc je devrais arriver à un moment où j'ai un nombre fixe de mailles qui devrait tourner entre 220 et 250 mailles en fonction de ceci. Je crois que le patron préconise... Ouais, on arrive normalement à 215 mailles avant de commencer avant d'arrêter d'augmenter. Avant de commencer d'arrêter d'augmenter. Moi, j'y parle super bien, franchement. C'est génial, hein, franchement. Voilà. Mais c'est chouette, mais je m'amuse plus pour le moment à faire le pull et le gilet, et surtout avec ce motif de malade de Magnolia. Donc voilà, donc c'est tout pour les projets en cours. C'est en fait en gros tout ce que j'ai à vous montrer comme réalisation
Mais ça avance, je pense pas, je vais pas commencer autre chose, ou j'en sais rien, je verrai bien. C'est bientôt l'anniversaire de mon papa, je pense pas qu'il va regarder. Je me demande si mes parents ne regardent pas le début de l'épisode, et puis ils en ont marre, ou bien ils a. Mais voilà, c'est bien, mon papa a bientôt 70 ans, et on part en famille avec mon frère, ses enfants, pour un week-end, et je sais pas du tout, je me demande si je vais pas lui faire... Ils se baladent beaucoup, ils font énormément de randonnées, de promenades ornithologiques et compagnie. Donc je crois que je vais simplement lui faire un très chouette bonnet dans un bel écheveau que j'ai ici. Et je vais peut-être commencer ça incessamment sous peu, parce que l'air de rien, c'est dans à peine plus d'un mois. Et je vais passer à la partie teinture. J'étais en train de réfléchir. Ah mais non, je vais vous montrer. Ouais, non, teinture, voilà. Je vais passer à la partie teinture. J'espère que ça vous intéressera. C'est en gros un résumé assez court de mon travail des 4 dernières semaines, je pense. Parce que je sais qu'à l'épisode précédent, je vous ai pas montré parce que la majorité des échevaux étaient en train de sécher ou n'étaient pas encore rebobinés. Et donc, voilà. Prêt pour une petite orgie laineuse et colorée? À tout de suite! La teinture. Alors, oui, j'ai un petit dilemme de comment je gère le ray de soleil qui est juste... Est-ce que je vous le fais pas à chaque épisode aussi? Bon voilà, donc je suis partiellement illuminée, veuillez m'en excuser. C'est... voilà, je ne vous montre pas mon côté sombre. J'hésitais juste avant, en fait, à propos de... je parle de teinture, mais oui, effectivement, il s'agit de teinture. J'ai fait une toute petite expérience juste pour le fun, je vous l'ai montré sur Instagram, ça avait l'air de pas mal vous avoir plu. J'avais fait un t-shirt en juin, je ne sais plus, c'était le modèle Trop Top de Ivan Soufflet que j'avais fait dans un jersey viscose de Sweet Mercerie, et je ne l'ai pas porté de tout l'été parce que la forme ne me plaît pas spécialement. Il y a trop de tissu au-dessus de la poitrine et ça me donne l'impression que c'est trop... Enfin voilà, il y a quelque chose dans la forme qui ne me convient pas. Je pense que c'est un modèle qui va très bien aux femmes minces, mais moi ça ne me va pas du tout. Ce qui est très triste parce qu'il est très très chouette à faire et que j'étais contente d'avoir enfin fait le trop top de Ivan Soufflet. Mais chaque fois que je l'ai enfilé, je me suis dit, oh non, ça ne me va pas. Non, j'ai l'air grosse. Enfin, voilà, mon reflet ne me convenait pas. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite expérience tinctorielle avec. Et j'ai fait de l'éco-print dessus. Je voulais faire quelque chose de très très simple. Ça faisait un moment où je me disais, ça serait sympa d'essayer de faire un t-shirt avec juste une impression végétale qui vient sur l'épaule. Donc c'est vraiment très embêtant en fait ce soleil. Donc soit je me mets là, soit je me mets là. Voilà, je suis désolée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de soucis lumineux dans mon podcast. Ça va rester ma marque de fabrique, hein, et le fait que je parle pour ne rien dire. Donc voilà. Et donc je vous montre les résultats. Alors, c'est pas super réussi. Normalement, l'impression devrait être beaucoup, beaucoup plus nette. J'ai plié, en fait, j'ai mis une feuille sur l'épaule et puis j'ai plié le t-shirt en deux. Et donc, du coup, de l'autre côté, on a l'impression qu'il se fait par l'arrière de la feuille. Ce qui donne pas le même résultat. C'est pas les mêmes tanins qui sortent. Enfin, c'est pas la même manière de sortir. Et alors, dans le bas, j'avais mis en miroir. Mais alors là, c'est un petit peu trop bavouilleux, mais j'aime quand même bien. C'est j'ai mis une autre plante, ça c'est de l'églantier, ça c'était du sumac. Donc voilà, et donc l'églantier aussi, et lui il est un peu trop bavé. Et donc comme je suis un peu blonde, j'ai pas pensé que ça passera à travers le t-shirt, et donc dans le dos c'est super moche. Voilà, donc j'ai 4 grosses taches dans le dos. Le devant est pas mal. Voilà. Ce que j'aurais dû faire, c'est mettre quelque chose entre les deux couches de tissu, mais hein, ne pense pas à tout, hein. Jusqu'à présent, en fait, ça ne m'apportait pas, puisque quand j'avais travaillé sur mes tissus en longue bande, c'était pas grave s'il y avait des répétitions d'un motif ou s'il y avait une tache qui venait s'imprégner à travers. Mais là, forcément, sur un vêtement, c'est pas du tout une bonne idée. Et j'ai été un peu trop vite, en fait. Je crois que c'est une des dernières fois où j'ai fait des tissus éco-print. Je me suis dit, vraiment, j'avais les gants, j'avais tout était prêt, tout était machin, tout m'était déjà roulé. Tout à coup, j'ai fait, ah ouais, je vais faire mon t-shirt. Et donc, j'ai couru jusque dans la chambre. J'étais chercher mon t-shirt qui était semi-plié sur une étagère. Et parce que j'arrive pas. En fait, cette viscose est tellement fluide que vous le voyez, hein, il sort du repassage. Donc je l'ai repassé, je l'ai lavé, porté,
repassé, enfin relavé, repassé, enfin voilà, bref. Et je l'ai replié et remis dans un tiroir, en me disant peut-être que dans un tiroir il gigotera moins, mais non, quand même il se froisse, tellement, elle est tellement fluide, en fait il faudrait juste que je la mette sur un cintre, tout simplement. Donc ben voilà, chouette, je suis contente, j'aime bien, j'ai envie d'en faire d'autres, et franchement je suis contente du résultat, et c'est super mignon parce que Yvonne de Suite Mercerie l'a vu sur Instagram, et elle m'a dit hey, regarde, j'ai des cotons, ce serait chouette que tu essayes sur du coton aussi pour voir si ça bave pas moins, le fait d'être sur du coton plutôt que de la viscose. Je m'attendais pas à ce que la viscose prenne aussi bien. A priori la viscose n'est pas n'est pas naturelle, c'est une viscose artificielle, mécanique. Enfin voilà, c'est pas vraiment du papier ou du bambou, j'en sais rien. Mais donc je suis assez contente du résultat. Le tissu était beaucoup plus blanc à la base, hein. Il a pris tout un petit peu de gris, mais ça, je crois pas que ça choque. Mais on voit quand même encore le côté un peu chiné du tissu. Et vous ne le verrez pas, mais il y a également... Ah si, je me mets dans le soleil. Non, même pas. Mais il y a des petites paillettes très discrètes. Donc j'aimerais bien le combo, en fait, c'est dommage, hein, mais d'avoir foiré le dos. Parce que finalement, lui, même s'il me grossit un peu, le fait d'avoir le motif ici masquait un peu la masse de tissu qui se formait là. Et donc, oui, je l'aurais porté si j'avais pas. Je vais pas tout défaire pour remettre un dos, puis j'ai plus assez de tissu pour refaire un dos, et puis il aurait pas la même couleur. Donc voilà. Mais ouais, chouette expérience, et sûrement j'en referai, hein, mais bon, maintenant les feuilles commencent à tomber, les éco-prints, je vais un peu me calmer, puis le docteur a dit que je ne pouvais plus rien faire. Voilà, mais donc on va passer à la laine. J'ai beaucoup de choses à... Je vais pas vous montrer tout. Il y a des choses que vous connaissez, les grands classiques, la cochenille, il y a de la garance que vous avez déjà vu. Enfin, je n'ai pas fait d'autres tonalités. Par contre, ben, je vous l'ai dit, j'ai plus de temps pour approfondir les choses aussi maintenant, du fait que c'est mon activité à temps plein, et donc je fais beaucoup plus d'essais, de nouveaux essais, des réessais, j'essaie d'améliorer pour essayer vraiment de diversifier au maximum ma gamme de couleurs. Et j'ai beaucoup travaillé sur les couleurs qui sont ma gamme, enfin voilà, qui sont les couleurs que je me dis, chacune d'elles, c'est ma couleur préférée. C'est très égoïste, mais j'ai l'impression de faire un meilleur travail, d'essayer d'aller plus loin dans des recherches de quelque chose qui me parle très fort. Voilà, je peux faire toute une gamme de roses infinies avec des cochenilles et en jouant sur l'acidité, des choses comme ça. Le rose n'est pas une couleur dont je suis dingue, donc c'est difficile. Je vais pas le faire avec autant de cœur, mais je le ferai, j'y viendrai, hein, mais donc voilà. Par quoi je commence? J'ai une montagne de laine à côté de moi. Je vais commencer, mais je ne sais plus, même plus dans quel ordre j'ai fait les choses. J'avais fait un essai, à mon avis c'est l'hiver passé, voire l'automne passé, où j'avais mis du henné et j'avais un tout petit peu ajouté de garance pour essayer de réchauffer, parce que le henné donnerait un brun légèrement roux. Et je voulais essayer d'avoir vraiment un roux. Et je suis super contente parce que je suis vraiment arrivée à un chouette résultat. Par contre, c'est très très drôle parce qu'il est très très différent en fonction de la nature de la laine. Oh, c'est génial. Alors, j'ai le soleil dans la gueule, mais j'ai dans la figure. Et veuillez m'excuser pour cet écart de langage. C'est exactement les bonnes couleurs. Mais vous voyez, en fonction de la nature de la laine, si je les prends... Voilà. J'en ai deux de chaque là. Donc ça, c'est un au henné et à la garance. Et ceci, c'est ma base 100% Mérinos, la Supernova. Beau, hein? Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fan. Alors, quand elles étaient toutes ensemble, j'avais de bonne couleur, et puis maintenant, voilà. Je suis complètement dingue. Je crois que j'ai un peu de mal à... Mais bon, j'ai la recette, je peux en refaire. J'ai un peu de mal à pas m'en garder. J'ai pas besoin de laine pour le moment, c'est ridicule, ça sert à rien. Donc, voilà. Sur le Twinkle, ça donne ceci. Je ne veux pas faire la mise au point. Ça va bien avec mes cheveux. Donc voilà, c'est la Twinkle. Et alors c'est amusant parce que sur la Full Moon, c'est plus rouge. Mais je trouve ça très 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 chouette aussi. Donc voilà, je remonte les trois ensemble. Et là, on est vraiment vraiment dans l'automne et dans les couleurs qu'on a envie de porter pour le moment, je pense. Je suis assez fan. Et alors dans des bains d'épuisement, puisque à chaque fois il reste, excusez-moi, après la chute des pelotes, c'est la chute des écheveaux, dans les bains d'épuisement, donc après chaque bain, je
je récupère le fin fond de pigments et de tanins qui resteraient, c'est ce que c'est des tanins, on va dire les pigments, comme ça je ne fais pas d'impair linguistique tinctoriel. Et donc j'ai des couleurs toutes douces comme ça, un peu vieux rose. Ça me fait fort penser sur la Milky Way là. Ça me fait fort penser au résultat que j'avais eu au cachou cochonnier aussi. Mais j'aime bien. Et alors je l'ai fait sur le... Veuillez m'excuser. Après avoir fait tomber une trousse sur le sac à projet sur le clavier, je fais tomber un écheveau sur la souris. Et mon ordinateur prospecte. Et donc sur la base, à l'eau, je donne ça. C'est difficile, un peu moins rose que ça. Oui, ça c'est un peu orange. Et ça me fait penser à mes bains d'épuisement vraiment pure Garance que j'avais obtenu, dans lesquels j'avais fait mon pull secret l'hiver passé. Mais je trouve que c'est vraiment super chouette tout ensemble. Donc tout ça, c'est une première série d'expériences en adaptant la quantité d'une plante et de l'autre pour arriver à... Oh, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc voilà. Dans la foulée, j'ai refait de la twinkle et j'avais envie de faire de la twinkle un peu moins... de la twinkle, oui, de la twinkle. De la twinkle, Nathalie. Nathalie, attends, la twinkle. Oh oh, quelle surprise. Donc, twinkle à la Garance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon swag. J'avais fait, non, c'était donc twinkle, teinte à la Garance, mais c'était un truc où j'étais dans un bain d'épuisement de Nerprin, je pense, et dedans, j'avais ajouté un extrait colorant de Garance que j'avais reçu en échantillon d'un de mes fournisseurs. Et j'avais mis encore en plus un autre extrait colorant de je sais pas quoi, et j'étais arrivée dans un... J'avais un orange foncé roux rouille, assez sympa, mais complètement irreproduisible. Et je me suis dit que j'allais quand même essayer de faire la même chose en diminuant donc, ma Garance quand je mets la bonne quantité de poudre que j'ai réussi à... donc c'est la poudre de racine, donc c'est la racine qui a été broyée. J'ai mon rouge très franc, j'en ai pas repris, j'en ai pas sous la main pour vous montrer, pour celles qui ne connaîtraient pas, mais donc on est vraiment dans un beau rouge foncé. Et donc je me suis dit, peut-être et en général, du deuxième bain d'épuisement, je tombe dans les oranges. Et donc je me suis dit, voilà, en agissant sur la quantité de poudre que je... Mais alors c'est très très précis, genre à 20 grammes près, je n'aurais pas assez de poudre dans le bain que pour teindre les écheveaux bien nettement dans le beau rouge profond, et qu'il y aurait des endroits qui ne prennent pas du tout la couleur. En fait, ça se passe tout à coup très très vite, c'est très difficile à expliquer la Garance. C'est tout à coup, quand ça atteint une certaine température, pouf, la couleur est bonne. Et donc du coup, si c'est pas bien réparti, s'il y a des écheveaux qui sont un peu trop emmêlés dans la casserole, s'ils sont trop serrés dans la casserole, il y a des zones qui vont moins bien prendre la couleur. Donc voilà, mais donc je me suis dit, je vais quand même essayer de prendre ce risque, je vais mettre moins de poudre pour essayer d'avoir un rouge un peu plus atténué. Par contre, je vais mélanger tout le temps, hein, pas bien. Je crois qu'en plus du twistage, le fait d'avoir la grosse cuillère en bois et d'aller chercher je sais pas, il y a 5 kilos, enfin la laine imbibée, donc ça fait 10 kilos à chaque fois, la laine imbibée de toute l'eau qui est dans la casserole, c'est pas idéal. Donc on y est, voilà. Donc on n'est pas mon vrai rouge Garance. Il est nuancé forcément parce que même si j'ai remué comme une frappadingue, il y a des petites zones. Et je crois que quand on aime la laine teinte à la main, ça ne choque jamais tout à fait. Et je suis vraiment contente. Donc c'est très 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 proche de ce que j'avais fait pour mon Zweig. Je sais que mon Zweig vous a beaucoup plu. D'ailleurs les écheveaux qui restaient, ceux que je n'avais pas gardés pour moi, avaient été adoptés quasi tout de suite. Mais donc voilà, j'ai réessayé de me rapprocher de ça parce que certains d'entre vous étaient déçus que je puisse pas le refaire. Donc voilà, je trouve ça très très chouette et forcément, je trouve que ça fonctionne très très bien avec... On reste dans les tonalités de l'automne. Moi, j'avais repris, mais bon, vous connaissez le cachou cochonnie. Cette fois-ci, j'avais mis un tout petit peu plus de cochonnie pour que ce soit encore un peu plus foncé, le vieux rose que vous commencez à connaître de mon mélange cachou et cochonnie. Mais bien. Donc ça c'est sur la Twinkle, mais j'ai refait la Starsock, j'ai refait la Supernova, tout le monde y a eu droit. Après, tant que j'étais occupée avec le cachou, je me suis dit, il y a un truc que j'ai jamais essayé, c'est nuancer le cachou en post-bain, donc transformer la couleur après la teinture en utilisant du sulfate de fer. Alors le cachou, pour mémoire, ça c'est la couleur du cachou.
Donc c'est un brun... Enfin... Et en fait, je me suis rendu compte qu'on entendait très 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 fort le monsieur qui coupait ses arbres, parce que je pense qu'ils sont juste là, en train de couper les arbres chez le voisin, ce qui nous arrange bien, parce qu'on n'a plus du tout de soleil, ni sur la terrasse, ni dans cette partie-ci du jardin. Là, oui, on en a, mais on aimerait bien qu'elle diminue, qu'elle élague un peu ses arbres. Bref, ça ne vous regarde pas. Donc ça, c'est la couleur du cachou, qui est un très joli brun, très chaud, un peu caramel, miel, voilà. Ça, c'est la couleur. Donc ceci, c'est sur ma base Starsock. Ça, c'est un dosage. Si j'en mets moins, c'est un peu plus clair. Si j'en mets plus, ça sera plus foncé. Donc voilà, mais ça, j'aimais bien. Et donc, en fait, avec le nuançage au sulfate de fer, c'est la même technique quand je fais la noix de Galles ou quand je fais avec du chêne ou avec... qu'est-ce qui se passe? C'est quand la laine a éteinte, qu'elle a cuit pendant une demi-heure dans le bain de teinture pour bien imprégner la couleur dans la fibre, je sors toute la laine de l'eau. Je me suis acheté des gants spéciaux qui résistent fort à la chaleur. Ça m'a changé la vie. Et après, je mets tout petit peu de sulfate de fer. J'en mets très peu. Je mets moins de 2% du poids de la laine. Je mets du sulfate de fer que je dilue dans un peu de la décoction. Et en fait, la décoction devient immédiatement, dans le cas de la noix de Galles ou dans le cas du cachou, elle prend des tons très foncés, noirs, gris foncé, mauve. Enfin voilà. Et je reverse dans ma casserole et j'y remets la laine. Et la laine, je la laisse genre 5 minutes maximum en contact avec le bain de teinture pour que le sulfate de fer ait le temps d'agir partout aille changer la couleur de tous les pigments contenus dans les fibres de la laine. Et puis après, je ressors la laine et là, je la retrempe dans de l'eau claire à la même température pour pas la feutrer. Et ça, je laisse refroidir. Et puis, je fais mon lavage habituel, séchage, machin et tout. Et donc, vous êtes en train de dire, on s'en fout de comment t'as fait, montre-nous le résultat. C'est pas canon. C'est bête, je suis une idiote complète. J'aurais dû prendre la noix de Galles pour vous montrer que c'est un tout petit peu différent. Donc, je suis de nouveau dans un gris chaud, très foncé. Et... un peu plus taupe que ce que j'obtiens avec la noix de Galles. La noix de Galles tire plus sur le mauve bleuté. Et donc là, on est dans un gris un peu plus chaud. Ça, c'est de la Twinkle. Et ça, c'est la Supernova. Donc de nouveau, c'est pas la même laine. Donc ici, il y a du nylon et de la stélina en plus. Mais bon, la stélina n'agit pas. Mais il y a du nylon. Ça, c'est du 100% mérinos. C'est ma base Supernova. Et donc, mais les couleurs sont... Mais vous voyez que c'est quand même un gris un peu acier comme ça. Je sais pas, c'est indéfinissable. Le soir, ils ont l'air presque noirs. En plein soleil, ils ont l'air taupes. C'est assez magique. Donc voilà. Et donc la couleur de base, si je n'avais pas interféré avec mon sulfate de fer à la fin, aurait dû être dans ces tons-là. Et de nouveau, ça fonctionne bien ensemble parce qu'en teinture végétale, tout fonctionne ensemble, je crois. Une couleur froide va refroidir les nuances de l'une. Une couleur chaude va réchauffer le reste. Donc, je suis assez contente des résultats. Et j'en referai. Enfin, je pense que, voilà, si ça vous plaît, j'en referai. Et on va rester dans les tons d'automne. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, j'ai refait une décoction à l'oignon. J'ai refait mes premiers amours. Si vous voulez retrouver la recette, mon 2e épisode de podcast, il y a longtemps, presque 2 ans, quand j'avais pas encore tout à fait aussi fort la ride entre les sourcils, mais que je parlais déjà beaucoup pour ne rien dire et que j'avais déjà des problèmes solaires, je vous donne la recette de la teinture à l'oignon, qui est vraiment une teinture que tout le monde peut faire chez soi de façon assez simple. Mais donc, je crois que j'en avais plus fait depuis le mois d'avril et le mois de mai. On récolte les pelures d'oignons, mes parents récoltent les pelures d'oignons, mon frère récolte les pelures d'oignons. Mais alors pour le moment, Antoine, le fils aîné de mon mari, il revenait d'un stage de presque 3 mois en Suède, donc il est biologiste. Et je l'ai bien dit parce que je dis qu'il est biologue, mais alors il dit c'est pas comme ça qu'on dit. Donc il est biologiste et il est en recherche de boulot et voilà, mais ce qui l'intéresse vraiment c'est le lien à la nature et tout ça. Bref, donc c'est pas évident de trouver vraiment ce qu'il veut. Et donc il bosse pour le moment dans un restaurant où il bosse comme étudiant depuis 4 ou 5 ans. Voilà, il fait partie de l'équipe et il s'entend tellement bien avec le chef que le chef est d'accord de s'embêter à mettre à part toutes les pelures d'oignons.
Bon, ils y pensent pas à chaque fois, ils le font pas à chaque service, mais de temps en temps, ils débarquent avec un grand bac de pelure d'oignon. Donc, il m'a ramené des pelures d'oignon. Et j'ai eu un résultat que je n'avais jamais obtenu. Comme à chaque fois, en fait, finalement. Je n'ai jamais 2 fois le même résultat. Alors, j'ai fait des décoctions, j'ai compté 350 grammes de pelure et 500 grammes de pelure. Et donc, j'ai combiné ce que lui m'a donné et ce qu'on avait à la maison. Donc, j'ai fait une première décoction avec 350 grammes. J'obtiens de la full moon. Voilà. C'est vraiment dommage, de nouveau, que ce soit typiquement une couleur qui ne va pas vouloir passer comme il faut à l'écran. Oh, merci, voilà. Donc, c'est un miel avec des nuances un peu plus foncées, orangées par endroits. J'aime vraiment beaucoup. Après, dans la casserole, il n'y avait plus rien de couleur. Donc, j'ai replongé 500 grammes de pelure d'oignon. Et là, j'ai filtré, enfin, j'ai cuit, j'ai filtré, et j'y ai mis de la twinkle. Et c'est amusant parce que ce ne sont pas les mêmes oignons. Les premiers oignons que j'ai utilisés, c'était ceux de la maison. Les deuxièmes oignons que j'ai utilisés étaient ceux du restaurant. J'ai dans les 2 cas obtenu un résultat que je n'avais jamais eu, mais qui est dans la même gamme. Et je trouve ça absolument super. Et donc, je vous refais le coup de... Je combine toutes ces couleurs ensemble. Mais... c'est trop canon. Enfin, voilà, c'est mes goûts. Hein. Veuillez m'excuser, je vous envahis un peu avec... avec ce qui me touche le plus et ce qui m'éclate le plus. Donc, je suis très contente. Ils sont en ligne si ça vous intéresse. 20 minutes que je vous montre de la couleur. J'espère que vous n'en avez pas marre et que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Comme d'habitude, je dis, ne mettez pas un pouce vers le bas si ça ne vous intéresse pas. Signalez-le moi et j'en montrerai moins. Mais ça fait que c'est quand même ce que je fais 8 heures par jour, voire 12 heures par jour, c'est teindre de la laine. Donc c'est important pour moi de le partager avec vous. Maintenant, je vais reculer derrière la tache de soleil, ça sera plus simple. Alors, la dernière couleur que je veux vous montrer sont des exploitations du nerprin. Donc le nerprin donne du jaune en fonction de la cité du bain, plus ou moins lumineux. Je vous conseille d'aller voir le dernier épisode de Julie Keep Calm and Neat. Elle vient de finir un Sunset Highway de Caitlin Hunter qu'elle a tricoté dans un de mes bains de nerprin. Honnêtement, je suis complètement fan. Je n'aime pas du tout le patron. Julie, je n'aime pas le modèle, je n'aime pas l'encolure, je n'aime pas le motif, je le trouve trop gros, mais de le voir tricoter comme ça, en plus elle l'a combiné avec du rose fuchsia, ça donne vraiment bien. Mais donc si vous voulez vraiment voir la vraie couleur que j'essaye moi d'obtenir et de réussir avec du nerprin, c'est aller voir le dernier épisode de Julie. Mais j'avais envie d'aller un peu au-delà aussi. Et donc, de nouveau, je profite du fait que je puisse travailler un maximum dehors. J'ai nuancé mon nerprin avec du sulfate de fer. Et les autres fois, toutes les autres expériences que j'ai déjà faites en nuançant une plante jaune ou beige, je tombais dans les tons kaki, donc je savais plus ou moins à quoi m'attendre, mais c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau que ce à quoi je m'attendais, et donc je suis toute folle. Et de nouveau, j'ai un peu de mal à pas m'en garder pour moi. Donc, de la twinkle au nerprin, nuancé avec du sulfate de fer. C'est pas canon, ça? Bon, c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus pour le printemps, quoique c'est plus vert olive que vert printemps. Mais je suis assez fan. C'est beau, hein? J'ai envie d'essayer sur toutes les bases, mais pour le moment, je peux, point. Je peux, point. Mais bon, voilà. Mais ça, à mon avis, je vais réessayer de... En plus, j'ai plus de nerprin. Pour le moment, je dois recommander du nerprin. Donc... je suis complètement fan. Je les adore. Mais ça a un point. J'arrête pas de me... Non, Nat. Non, Nat. Donc voilà. Et dans le même délire, mais alors ça c'est vraiment juste... dans mon bain d'épuisement d'un nerprin, j'ai remis de la laine, j'avais remis de la full moon en me disant on verra bien ce qui sort et au pire je la surteins à la cochenille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. J'arrive à un orangé assez sympathique. Donc quand je teins dans un bain d'épuisement de nerprin, j'ai un jaune... comment dire, un jaune un peu jaunisse, un peu pas terrible, jaune palichon, qui est pas très vivant, pas très vibrant.
Et souvent, alors du coup, je le replonge soit dans un bain d'épuisement de garance ou dans un bain de cochenille pour venir rajouter. Et alors, je vais arriver dans les oranges et tout ça. Et cette fois-ci, je me suis dit, Nat, essaye dans l'indigo. Forcément, tu le sais, c'est comme ça qu'on fait du vert. C'est qu'on prend de la laine jaune et on la met dans l'indigo. En vrai, je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, ce problème-là, c'est que au niveau de l'intervention sur la laine, c'est tellement de travail que je peux pas envisager de commencer à faire 8 millions de laine verte pour la simple raison que je dois laver ma laine, mordancer ma laine, faire sécher ma laine, mouiller ma laine, faire ma décoction au nerf brun dans ce cas-ci, filtrer ma décoction, teindre ma laine au nerf brun, laisser refroidir, laver, faire sécher, et puis seulement venir intervenir dans l'indigo avec ma laine légèrement jaune, la mettre dans l'indigo, faire tout mon processus de l'indigo que je vous ai expliqué il y a 2 épisodes, et puis après refaire sécher, relaver, refaire sécher, et puis remettre en écheveau. Et donc c'est au niveau du temps de travail, il faudrait que pour que l'entrepreneur que je suis s'y retrouve, que je les vende à 35 € les écheveaux, c'est pas du tout réaliste. Donc là, je l'ai fait par curiosité, je le referai probablement aussi avec des bains qui me déçoivent un peu au cours, pour varier du fait que je vais remettre de la cochenille, ou je vais remettre de la garance, ou je vais nuancer au sulfate de fer. Je fais bien le cri débile, hein, parce que... Hein. Non mais vous avez vu ce verre? Et alors... En fonction de la luminosité, comme tout le reste, on sent vraiment qu'il y a une espèce de surcouche, qu'il était jaune et qu'il est devenu bleu. Et donc en fonction de comment on le regarde, il y a des endroits qui ont l'air plus bleutés, plus verts, plus... Là, on est vraiment plus dans la bonne couleur ici. Ça, c'est la vraie couleur. Ce que je vous montrais avant était un petit peu trop bleuté. Mais il y a énormément de vibrations, énormément de nuances. Il fait pas le point, hein, il veut pas. Hein. Bon, dommage. Mais... c'est très chouette, je suis très contente. Pareil, non, Nat, t'as pas besoin d'en regarder. Après, il y a le même défaut qu'avec toutes les autres laines que j'éteins à l'indigo, c'est que la laine est un peu plus sèche que originellement. C'est moins doux que... c'est moins doux que mais voilà, les teintures végétales vont toutes ensemble. Je trouve que là encore, on en a la preuve. Si on peut imaginer des combos incroyables... Voilà, c'est la twinkle au henné, la twinkle à l'oignon, la twinkle au nerf brun, nuancée au sulfate de fer. Je trouve que ça donne. Et puis, on peut même encore envisager de rajouter. Tout fonctionne ensemble, quoi qu'on fasse. Et alors, les couleurs se rendent plus ou moins vibrantes les unes avec les autres. Donc voilà. Là aussi, je trouve que c'est sympa pour... là, on est nouveau, peut-être plus dans le printemps, mais ça fonctionne bien avec... Voilà, en gros, j'éteins beaucoup d'autres choses. Il y a du bois de campèche qui est en train de sécher. Il y a... oui, c'est ce que je vous disais, j'ai encore de la garance qui doit encore être rebobinée. J'ai encore de la cochenille qui doit être rebobinée. J'ai refait de la noix de Galles, donc un peu plus bleuté que ceci. J'ai encore une partie qui est là, qui n'est pas encore rangée dans la pièce. J'ai refait de l'indigo. J'ai fait de l'indigo sur les bases Deka. Donc j'ai de la Supernova Deka en teinte à l'indigo. J'ai de la Milky Way Deka teinte à l'indigo. Si vous voulez vous faire un bonnet à l'indigo, ça peut être sympa. Ou un gros pull, hein, tout simplement. Pourquoi pas le camélia Magnolia. D'où il vient mon camélia, moi, dis donc. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de temps pour essayer de vous proposer la plus grande gamme possible de couleurs sur les événements qui vont venir, que c'est dans 4 dodos, 3 dodos, je charge la voiture, et dans 4 dodos, on se retrouve aux fêtes romanes. Et dans 11 dodos, on se retrouve à Paris. Je suis impatiente, c'est hallucinant. J'ai l'impression de partir en voyage. Comme on n'est pas parti en vacances, je suis un peu toute folle. Alors, je suis un peu embêtée parce que mon mari, lui, bosse 5 jours sur 7, forcément, pour son vrai job. Et puis, le week-end, il m'aide beaucoup. Et puis, il me bouge. Arrête, tu vas te faire mal au poignet. C'est moi qui porte ta casserole. Non, c'est moi qui la mets dehors. Parce que je la mets souvent dehors pour les laisser refroidir plus vite et pour arrêter de couper. Enfin, pouvoir couper la hotte et que ça ventile. Je vous dis, si c'est dehors dans la cour, ça va gêner personne. Non, c'est moi qui porte ton seau. Non, c'est moi qui ramène ton séchoir dehors parce que hop, je vois qu'il y a un peu de vent, un peu de soleil. Je vais mettre la laine à sécher dehors pour essayer de gagner une demi-journée de temps de séchage.
Donc il m'aide énormément. En plus, on a des petits soucis dans la maison de la douche de notre locataire qui fouille, qui fait des infiltrations d'eau partout, et donc il doit faire des petits travaux. Et puis, enfin, il est un peu... et en plus, je l'embarquais à Paris, je l'embarquais à Amsterdam. Bon, et c'est lui il aime bien venir, et puis on se dit que ça va faire des chouettes moments, des chouettes rencontres, et il va pouvoir aussi rencontrer des gens avec qui je communique virtuellement, dont je lui parle, et dire voilà, il va pouvoir mettre des visages sur des noms et des pseudos, voilà. Donc, mais parfois je me dis, oh, je crois que l'année prochaine, on va tout arrêter pendant au moins une semaine, 15 jours, et on va partir, c'est pas possible, parce que là, ça fait quand même pas de vacances pendant plus d'1 an, c'est un peu trash. Surtout que l'année passée, nos vacances en Dordogne avaient été catastrophiques, il avait plu 12 jours sur les 14 où on était partis. Et donc, on n'avait absolument rien pu faire. Donc, ben voilà. Mais on se voit bientôt, j'espère, en vrai, si vous en avez l'occasion. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Ou sinon, ben, j'essayerai d'enregistrer la semaine après Paris, ou c'est encore juste après, dans 2 à 3 semaines. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Je vous embrasse fort, fort, fort. Tricotez bien, cousez bien, voyez la vie en couleur, et voyez, c'est pas parce qu'on peut plus tricoter qu'on va arrêter de tricoter, hein, non mais je vous embrasse. À tout vite.